Très bien, ben, je vous propose de démarrer en vous remerciant et en vous disant bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence. Je vois que sur les gens qui se sont inscrits, il y a à la fois des techniciens, des élus des collectivités, pas seulement des élus à l'ESS, des élus aussi à la transition écologique. Et je me réjouis de cette transversalité. Et puis, nous sommes nombreux aussi à être acteurs du monde de l'économie sociale et solidaire. Alors, je suis Christiane Bouchard, enseignante du RTES et administratrice aujourd'hui. Je vais animer ce webinaire. Je vous rappelle, il dure 1 heure, de 13h30 à 14h30. C'est pas la première fois qu'on partage l'ensemble des travaux du labo et je remercie Uxibi, son président, et Florent Laboulé qui vont nous présenter cette étude Réussir une transition écologique juste. On avait déjà partagé notamment la dernière études autour de la low-tech et vous aviez fait des retours extrêmement positifs et je pense que c'est voilà, important de pouvoir aujourd'hui partager des études, des travaux du labo qui viennent éclairer les politiques publiques qui sont portées par les collectivités adhérentes du RTES. Donc aujourd'hui, l'échange porte donc sur cette question de la transition écologique juste. Effectivement, la question des transitions, et si elle est mieux en mieux connue, représentée, interrogée par les citoyens, notamment depuis les crises sociales, économiques et sanitaires, elle touche l'ensemble de la population, mais de façon beaucoup plus forte les ménages les plus fragiles, puisqu'elle impacte effectivement la vie quotidienne, à savoir se nourrir, se loger, se déplacer, se chauffer au travers des différentes questions énergétiques, mais aussi la santé publique au travers des questions de qualité de l'air ou de préservation de la ressource en eau. Et le risque est réel de voir s'accentuer les inégalités, d'affaiblir la cohésion de notre démocratie et d'engendrer un repli sur soi. Donc il faut chercher aujourd'hui à modifier nos pratiques et à nous ouvrir plus largement aux questions migratoires et au partage des richesses. Donc, merci encore au labo d'avoir mené cette étude qui est toujours extrêmement intéressante puisqu'elle s'appuie à la fois sur un groupe de travail, des visites apprenantes et qu'elle nous fournit à la fois une analyse mais aussi des propositions à destination des acteurs publics et privés parce que c'est bien là aussi la mise en mouvement de tout ce qui permet d'avancer sur tout de suite passer la parole à Uxibi, donc président du labo. Alors, si, juste, excuse-moi Hugues, posez les questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent dans le chat, puisque l'idée, c'est qu'il y ait une demi-heure de présentation par le labo et qu'ensuite, il puisse y avoir un temps d'échange aussi avec vous. Donc, au fur et à mesure, posez les questions, qu'on puisse les rassembler et puis y répondre au mieux ensuite. Merci. Merci Christiane. Donc, quelques mots dans le prolongement de ce que tu viens de dire en tant que président du labo de l'ESS. D'abord, merci au RTE de leur proposer ce webinaire. Le labo aime bien que ce qu'on fait serve à quelque chose. Donc, d'en parler avec vous aujourd'hui, de co-construire ensemble entre le labo, le RTES et d'autres, je pense que ça va dans la bonne direction. En fait, depuis 3 ans, le labo a pris comme fil rouge l'ESS et la transition. Donc, on est vraiment au cœur du sujet. Et je voudrais juste vous dire trois convictions avant que Florian vous présente. Réussir une transition écologique juste. Pour nous, ça veut dire qu'on met derrière ça la transition écologique, la justice sociale et la dimension démocratique. Et vous allez voir dans ce que Florian va dire qu'on y rajoute même une volonté d'émancipation à travers cette transition juste. Je le dis parce que je constate que les mots aujourd'hui s'usent très vite. Donc on parle de transition, de transformation, de métamorphose, de bifurcation. Quelquefois, tout ça est un peu confus. Je trouve que si ensemble, on retenait le terme de transition écologique juste, et qu'on y mette les mêmes choses derrière, ça permettra de faire un progrès. Et d'ailleurs, le deuxième conviction, le labo, depuis sa création, travaille avec l'idée
les solutions en fait s'inventent sur les territoires et partent des territoires. Au passage, le 2 juin, on va avoir un séminaire sur la coopération territoriale, comment accompagner et financer la coopération territoriale, si ça vous intéresse. Mais j'aurais dire tout de suite 2 bémols pour la suite de l'échange. La transition qui part des territoires, le premier bémol, c'est que moi, je constate qu'on est encore trop chacun dans son couloir. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'occupent de la transition écologique. Je pense par exemple les territoires à énergie positive, formidable, passionnant. Et puis de l'autre, ceux qui s'occupent de lutter contre le chômage, territoire zéro chômeur, ceux qui s'occupent de faire une nouvelle économie, les pôles territoriaux de coopération économique. Mais il faut qu'on arrive à sortir des couloirs si on veut faire une transition écologique juste. Et puis le deuxième bémol sur lequel le labo est présent, c'est on part des territoires, mais il faut savoir aussi remonter au national et à l'européen. Sur cette idée de transition juste, je pense qu'il faut vraiment partir des territoires, mais remonter et redescendre ensuite sur les territoires. Je donne 2 exemples. France 2030, 54 milliards d'euros d'investissement. Je trouve qu'on n'est pas suffisamment présent sur ce thème de la transition juste dans ce programme. Et deuxième exemple, l'Europe, avec un programme qui s'appelle Transition Pathway. Il faut absolument qu'on soit présent et qu'on sache remonter vers l'Europe et redescendre ensuite sur les territoires. Enfin, ma dernière conviction que je veux partager avec vous avant de laisser la parole à Florian, c'est que l'ESS a un rôle particulier à jouer pour cette transition écologique juste. Elle a une responsabilité, je dirais, mais elle ne le fera pas seule. Elle n'a pas la force pour faire ça toute seule. Donc, il faut au labo, on croit très fortement à une alliance entre l'ESS, l'économie de proximité, c'est-à-dire les petites entreprises, les PME, les nouvelles alliances qui peuvent faire cette transition. Plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons présenté et franchement, il y a eu c'est pas une option en fait. La transition juste, c'est une nécessité. Elle nous oblige. Donc, je laisse la parole à Florian qui a réalisé ce travail. Vous voyez simplement sur la slide qui est là que la méthodologie du labo, on n'a pas le temps d'insister, mais c'est à la fois de bien connaître ce qui s'est écrit, de rencontrer des initiatives de terrain, donc dans ce qu'on appelle des visites apprenantes, d'avoir des entretiens avec des gens qui ont des choses à dire sur le sujet, d'avoir une journée de rencontres et d'échanges qui a réuni un certain nombre de participants, dont des personnes en situation d'exclusion et de précarité. J'y insiste, c'est-à-dire que pour nous, la transition juste, c'est aussi savoir écouter ceux qu'on n'entend pas et voir les invisibles. Et enfin, on a vu un groupe de travail à 40 membres qui était présidé par le président de la FAS, Pascal Brice, et donc une grande partie des grands réseaux de l'action de solidarité associative qui étaient présents dans nos travaux. Voilà, évidemment, le labo est à votre disposition, on va échanger après, donc je laisse tout de suite la parole à Florian pour qu'il vous présente cette étude. Est-ce que c'est possible de mettre en grand écran le slide? Oui, je vais essayer. Alors, je ne suis pas familier de Voilà, Zoom. c'est bon. C'est bon. Simplement pour aussi préciser, c'est un travail qu'on a mené en partenariat avec la Fondation de France et qui s'est déroulé sur toute l'année 2022 et qu'on a restitué en mars 2023. Donc, pour rentrer un peu dans le concret du sujet, nous, on part d'un constat que je pense qu'on partage, c'est qu'on a une double crise écologique et sociale et que ces crises, elles sont pas seulement coïncides, elles coïncident pas seulement, mais elles sont directement liées. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est l'analyse qui est proposée par Éloi Laurent, l'économiste, qu'on a repris et synthétisé sur ce schéma. Qu'est-ce que dit ce schéma finalement? C'est qu'un peu comme le disait Christiane au début, si on prend le point de vue des personnes en situation de précarité, celles-ci sont en fait un peu doublement victimes du problème. D'une part parce que, et là c'est la colonne de droite, ce sont les personnes qui ont le moins d'impact négatif écologique. Quelques chiffres juste pour en donner l'illustration. En France,
On estime que dans les 1% les plus contributeurs, qui font partie des 1%, des pourcentages les plus riches de la population, la moyenne d'émissions de tonnes équivalent CO2, c'est 77,5. Pour les 10% les plus émetteurs, c'est 24,7. Et pour les 50% les plus pauvres, c'est 5 tonnes. Sachant que, je rappelle, on doit converger vers 2 tonnes d'ici 2050. Donc, on est tous un peu trop haut, mais certains plus que d'autres. Donc, on voit qu'il y a une inégalité dans les contributions aux dégradations environnementales. Mais aussi, si je me déplace la case juste en dessous, c'est aussi les personnes en situation de précarité qui ont le moins la possibilité d'influer sur les politiques publiques au niveau national notamment, mais aussi un peu au niveau local, qui ont le moins aussi la possibilité d'être en position de prendre des décisions de pouvoir. Et dans le même temps, là on se déplace sur la colonne de gauche, ce sont des personnes qui sont potentiellement les premières exposées aux risques liés au changement climatique. C'est des risques globaux, on va tous y être confrontés, mais on sait bien que pour une personne en situation de précarité, par exemple les grandes chaleurs en milieu urbain, la personne n'a pas forcément le bon cadre de vie, elle n'a pas forcément les moyens de s'acheter des choses qui vont lui permettre d'être dans une meilleure situation, elle n'a pas de résidence, on l'a vu pendant la crise Covid, pour aller s'exposer au verre à une température un peu plus clémente. Voilà, c'est qu'un exemple, mais on voit bien qu'on est tous inégaux face aux conséquences. Et c'est aussi des personnes qui peuvent être potentiellement inégalement touchées par les politiques publiques qui sont prises en compte. Je vous renvoie bien évidemment à l'exemple bien connu de la crise des Gilets jaunes et de la taxe carbone qui, si elle n'est pas pensée de façon juste, peut être tout à fait inégale dans ses effets. Face à ce constat et aussi face au constat que non seulement ces crises sont liées par une interaction entre elles, un renforcement entre elles, c'est des crises qui découlent aussi d'un certain modèle économique, en partie, hein, c'est bien sûr pas la seule cause, un modèle économique qui est centré vers le profit, qui à la fois a tendance un peu à organiser un grand gaspillage de nos ressources et en plus ne pas tendre vers une équitable répartition des richesses qui sont créées. Et donc, face à ce constat-là, nous, on propose une définition de la transition écologique juste qui s'éloigne un petit peu tout en reprenant certains éléments de la façon dont elle est définie à la fois par les syndicalistes américains au début des années 70-80, qui voient arriver la fin de certaines grandes industries et se disent comment on va réallouer l'emploi et permettre aux travailleurs de ne pas subir de plein fouet les conséquences de la crise écologique et de réallocation économique des secteurs, et l'Union européenne qui reste un peu dans cette logique-là. Pour nous, c'était important de proposer cette définition que je vous lis et que vous avez en face de vous. Pour nous, la transition écologique juste, c'est une transformation à la fois radicale et démocratique de notre société qui vise à assurer d'une part la soutenabilité écologique de cette dite société et d'autre part une réponse digne et suffisante aux besoins de toutes et de tous et l'émancipation de chacun et de chacune. Je l'ai lu un peu rapidement, mais si je reviens sur les mots importants que vous voyez soulignés, radical parce qu'au labo, on est convaincu que cette transition, il faut qu'elle aille au fond des choses. Finalement, c'est ça que veut dire le mot radical. On va à la racine, notamment au problème économique que j'ai nommé. Démocratique parce que, comme toute crise, la crise écologique, elle peut comporter le risque d'une tendance un petit peu dirigiste, on va dire. Là, on parle beaucoup de planification écologique, c'est très bien, il faut planifier, il faut définir, il faut mettre en face des objectifs qu'on s'est fixés, des trajectoires cohérentes. Mais elle ne peut pas, cette planification, être décidée depuis Paris dans un cercle d'experts. On a besoin d'experts, on a besoin d'économistes, on a besoin d'experts politiques, vous en faites partie. Mais pour qu'elle soit réellement juste, la transition doit être appropriée et permettre la participation de toutes et tous. Notamment les personnes en situation de précarité, dont on a dit juste avant qu'elles avaient tendance à être un peu marginalisées dans ces débats. Soutenabilité écologique, je ne m'attarde pas, je pense que vous voyez bien de quoi on veut parler. Peut-être sur le dernier point, c'est pour nous important de souligner que non seulement la transition écologique juste, elle doit permettre la réponse digne et suffisante aux besoins de toutes et tous, c'est assez logique, ça n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça doit aller plus loin, on ne doit pas être aussi seulement dans une vision défensive, on va dire, qui viserait juste à assurer un matelas aux personnes qui seraient potentiellement touchées par les effets de la transition. On doit aussi être dans une vision positive où la transition doit amener doit amener une émancipation, plus de liberté pour les personnes. Et là, on s'inscrit en direct ligne des travaux de Amartya Sen, par exemple, pour qui la justice sociale, ce n'est pas simplement une allocation des ressources et la reconnaissance de droits, c'est aussi la capacité réelle à transformer ces droits et ces ressources dans plus de liberté, du pouvoir d'agir, etc.
Donc, voilà pour la définition qu'on se donne. Partant de cette définition, partant de ces constats, on se dit que l'économie sociale et solidaire, et je pense que autour de la table virtuelle, vous en êtes aussi convaincus, elle a des atouts un peu spécifiques à faire valoir. Je ne vous les détaille pas parce que vous les connaissez, hein. Le fait qu'elle se centre sur l'utilité sociale, et donc elle va au fond des besoins et non pas pour en créer des nouveaux, ce qui a un peu être la tendance fâcheuse d'être au cœur de notre économie capitalistique. La lucrativité limitée qui lutte contre la logique d'accumulation que j'ai décrite avant, et la gouvernance démocratique qui vient directement aussi répondre à cet enjeu démocratique de la transition juste en l'intégrant, y compris au sein de l'entreprise, y compris au sein du monde économique. Et puis, l'ESS, elle a une histoire dans la solidarité, donc elle a des choses à apporter, et elle est aussi, il ne faut pas l'oublier, il faut le revendiquer pleinement, pionnière sur un certain nombre dans un certain nombre de domaines de la transition, que ce soit dans l'économie circulaire, les énergies citoyennes, l'alimentation et l'agriculture durable, etc., etc. On s'est bien sûr contenté, j'essaie de passer à la slide suivante, voilà. On s'est bien sûr pas seulement contenté de donner un peu ces éléments généraux, même si c'était important pour nous de le rappeler. Je pense qu'il faut que tous et toutes on l'intègre dans nos discours sur la transition juste et sur la place de l'ESS. On est allé voir un peu concrètement, comme le disait Hugues, on s'est déplacé, on a pris notre bâton de pèlerin comme à notre habitude pour aller voir des initiatives dans les territoires, sûrement parmi les vôtres d'ailleurs, sur la façon dont l'ESS contribue assez concrètement sur le terrain à cette définition que j'ai donnée avant. Donc, on a étudié 7 besoins que vous avez en face de vous, listés: se nourrir, se loger, s'équiper, se cultiver, se divertir, être en bonne santé, travailler, s'engager et se déplacer. Donc, vous voyez, quand on dit qu'il faut revenir aux besoins suffisants, il ne s'agit pas de revenir simplement à la pyramide de Maslow, hein. On intègre bien aussi le fait d'avoir du lien social, de se cultiver, de se divertir. Pour nous, c'est des réels besoins. C'est à l'intérieur de ces besoins se poser la question de quelles sont nos réelles attentes vis-à-vis de ces besoins et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en face. Je ne vais pas pouvoir détailler très largement sur ces besoins, je vais prendre 2-3 exemples juste après, mais ça va me permettre directement d'aller sur la deuxième partie, la partie émancipation que j'ai soulignée avant. Ce qu'on met en avant plus transversalement sur toutes les initiatives qu'on a vues, c'est qu'on retrouve 4 fonctions qui se retrouvent assez globalement dans toutes les initiatives qu'on voit et qui permettent cette émancipation individuelle des personnes qui y participent, et notamment des personnes en situation de précarité, puisqu'on allait voir des initiatives qui intégraient la question de la précarité directement dans leur action et qui faisaient participer les personnes en situation de précarité à leur action. Cette première fonction, c'est celle de l'accueil. C'est des lieux, et c'est souvent, j'insiste sur le côté lieu, parce que ça peut être des dispositifs, mais c'est souvent quelque chose de très ancré localement avec des espaces conviviaux, on le verra dans les exemples. C'est des lieux où on donne, non seulement la porte est ouverte, les personnes peuvent être écoutées, elles peuvent partager leur vécu, et pour des personnes en situation de précarité, c'est important. Et où tout le monde peut trouver sa place. Et souvent, ce mot de trouver sa place, il est répété très souvent dans les entretiens qu'on a menés, y compris avec les personnes en situation de précarité qu'on a vu notamment lors de l'échange que Hugues décrivait. La deuxième fonction, c'est celle de l'accompagnement, un accompagnement individuel qui soit potentiellement en direct lien avec l'activité de l'entreprise, par exemple les structures d'insertion liées à l'activité d'insertion, mais pas que. Souvent, ce qu'on voit, c'est que les initiatives pour accompagner le besoin pour lesquels les personnes viennent les chercher ou les contactent, c'est bien souvent aussi accompagner tout ce qu'il y a autour. Par exemple, je pense au jardin d'insertion de Gien qu'on a vu, qui fait partie du réseau des Restos du Cœur. Le jardin d'insertion, c'est un jardin en maraîchage. Il y a tout un accompagnement technique et puis un accompagnement social autour du fait de retravailler, de travailler la terre, etc. Mais il y a plein d'engagements aussi sur comment accompagner les personnes à trouver de la mobilité, puisqu'on est dans Gien et pas loin de Gien. Sans voiture, c'est compliqué d'accéder au lieu, donc il faut aussi traiter ces questions-là. Donc l'accompagnement, il est transversal que ça. La troisième fonction, c'est celle de transmission, avec du coup une transmission, entre guillemets, verticale entre les équipes encadrantes, les équipes dirigeantes et les personnes qui sont accueillies, accompagnées, les parties prenantes. Les termes dépendent forcément du type d'initiative, mais c'est aussi une transmission horizontale. On voit souvent que dans ces initiatives, il y a une vraie cohésion de groupe entre les personnes notamment en précarité qui participent à ces initiatives. Et donc, il y a aussi une transmission et une volonté des initiatives de permettre la partie prenante de façon plus horizontale que simplement par l'accompagnement.
Et puis le dernier point, il est assez fondamental, je pense, c'est la valorisation. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés quand même où les personnes en situation de précarité sont assez mal perçues, y compris dans le débat public. Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup aussi d'injonctions, et donc les personnes en situation de précarité, souvent, nous en ont fait part, avant de rentrer dans ces initiatives, elles ont un peu intégré cette idée que moi je sais rien faire, surtout vis-à-vis de la transition écologique, j'y connais rien, j'y comprends rien, et puis je sais pas faire moi-même, je suis pas dans une position de décision, je suis pas dans une position d'action, je ne sais pas. Et en fait, ce que souvent ces initiatives permettent, c'est aussi de redonner confiance en elles à ces personnes pour leur montrer que la transition écologique, bien sûr, c'est une affaire d'ingénieurs, c'est une affaire de politiciens, c'est une affaire d'experts, mais c'est aussi une affaire où les citoyens, ils et elles ont des compétences techniques, pratiques dans leur quotidien qui sont essentielles. Si on veut développer l'économie circulaire, il faut des filières, il faut des personnes qui sont qualifiées, mais il faut aussi qu'on ait toutes et tous un minimum de connaissances sur le réemploi, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans notre vie particulière, le fait de développer du compost, etc. Et puis, donc là, j'ai défini ces quatre modalités de renforcement de l'autonomie individuelle, mais ce qu'on met en avant beaucoup dans l'étude, c'est qu'on a une émancipation individuelle qui se passe dans ces initiatives, mais c'est bien à travers le cadre collectif. Et ce cadre collectif, il est très important, il est beaucoup revendiqué par ces initiatives. Et du coup, ça nous permet de dégager ce qu'on appelle le niveau méso, de revendiquer que ce niveau méso, c'est à la fois celui du territoire et de l'ESS. Dans un débat, quand on a écrit l'étude, on était en plein débat. Emmanuel Macron avait parlé de la fin de l'abondance, on était en plein débat sur la sobriété, c'était avant l'hiver, où on allait parler potentiellement de coupures obligatoires sur certains territoires d'électricité. Et on voyait le débat un peu se scinder entre l'échelle individuelle, où il faut produire un super citoyen qui est en capacité d'être un super-héros écologique. De l'autre côté, l'État, le marché, l'Union européenne, etc., qui doivent changer de façon systémique. Bien sûr, on ne s'oppose pas, loin de là, à la mobilisation de ces deux échelles. Hein. Il y a forcément besoin de citoyens engagés et il y a besoin de transformation systémique à l'échelle globale. Mais pour nous, la transition, elle passe aussi, et peut-être de façon la plus appréhendable, par ce niveau méso, intermédiaire entre le niveau micro et le niveau macro, qui est celui du groupe et du territoire, où les personnes peuvent s'engager individuellement sans être noyées dans la masse, parce que changer le monde à sa petite échelle, c'est compliqué, et surtout quand on a intégré le fait qu'on n'était pas en capacité. Mais le fait de se reprendre pied sur les enjeux politiques que sont ceux de la transition écologique, de la transition de notre économie, etc., ça peut se faire à travers le collectif qui donne confiance et qui permet de se sentir plus fort. Henri, j'attire votre attention sur le fait qu'il vous reste 10-12 minutes. Oui, ben il me semble être dans les temps, et vous faites bien de me dire, parce que du coup, comme j'ai mis en Zoom, je n'ai plus l'heure de mon ordinateur. Juste 2-3 exemples, je vais les passer très rapidement parce que vous les connaissez et je vous présenterai plutôt les propositions qu'on fait. Enfin, en vrai, je veux dire, les exemples, vous ne les connaissez pas forcément personnellement, mais ça, je pense que ça évoque des choses que vous voyez sur vos territoires. Ça vous donne un peu un aperçu un peu concret de ce qu'on a pu voir. Première initiative, un jardin nourricier à Nogent-le-Rotrou qui est porté par ATD Quart-Monde, qui, du coup, vous le savez, mobilise à la fois des personnes qu'ils appellent les alliés ATD, donc des personnes qui n'ont pas été concernées par la situation de précarité, et des personnes militants ou militantes, qui sont des personnes qui connaissent ou qui ont connu la précarité. Donc, on retrouve ces deux publics dans ce jardin, qui permet bien sûr de produire des fruits et légumes bio de fait, même s'il n'y a pas de labellisation, avec une sensibilisation sur la gestion de l'eau, sur l'importance de l'alimentation de qualité pour sa santé, avec une sensibilisation sur le rapport à la terre, etc., qui se fait par le faire, hein, de façon concrète, pas théorique, avec aussi un lien avec des familles, notamment réfugiées, qui habitent à côté du quartier et du jardin, et puis aussi une maison partagée qui a un lieu convivial où, outre le jardin, les gens se rencontrent et se voient pour manger ensemble, notamment ce qu'ils ont produit, mais aussi pour faire tout un tas d'activités autour des enfants, autour du réemploi, de la poésie, de la culture. Donc, il y a vraiment un esprit de groupe qui se crée autour de ces lieux. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple d'initiative, les compagnons bâtisseurs, en l'occurrence en Île-de-France, même si c'est une initiative qu'on retrouve un peu partout en France, qui est assez complémentaire d'une autre initiative qu'on a vue qui s'appelle Réseau Éco-Habitat, qui, elle, permettait de faciliter l'accès des personnes en situation de précarité aux dispositifs de rénovation thermique de leur logement avec des gros travaux. Là, on n'est pas sur des gros travaux, on est plutôt sur ce qu'on appelle de l'auto-réhabilitation accompagnée. Donc, c'est aider les personnes
à elles-mêmes, avec le soutien de personnes qui ont les capacités techniques pour le faire, de rénover elles-mêmes leur logement, de réparer les fuites, de changer le cadre de vie. L'idée étant à la fois de faire de la sobriété du point de vue de l'eau ou de l'électricité, mais aussi d'améliorer son cadre de vie, de montrer qu'on est capable de le faire soi-même. Et puis, il y a autour de ça des lieux où les gens se rencontrent, ils peuvent se faire des outils, ils peuvent boire autour d'un café, etc., etc. Et dernier enjeu, etc. Mais les personnes ne finissent pas forcément leur parcours quand ils sont accompagnés en reprenant l'activité pour laquelle ils ont été formés, qui était simplement un support. Or là, l'association Optimis qui fait l'insertion par le maraîchage a dit, en fait, pourquoi on ne permet pas à ces personnes qui travaillent la terre pendant jusqu'à 2 ans avec nous de reprendre l'installation de la ferme sur laquelle ils ont travaillé. Et donc, ils ont développé un programme dans le Morbihan qui permet à des personnes d'être accompagnées en insertion comme toutes et tous, et si elles le sont volontaires, ensuite d'être accompagnées pour reprendre l'installation avec tout un travail aussi sur le modèle économique, etc., puisque c'est des personnes qui forcément n'ont pas un apport suffisant au départ, et les accompagner pour regagner confiance et le faire par elles-mêmes. Voilà pour les 3 exemples. Je vais passer peut-être assez vite sur le rôle des pouvoirs publics locaux. Je pense que ce serait intéressant surtout qu'on en parle avec vous lors des échanges. Pour nous, ce rôle, il est quintuple, vous voyez, c'est à la fois de la valorisation de ces initiatives, le fait de les intégrer dans les stratégies locales de transition, sur tous les volets, que ce soit les projets alimentaires territoriaux, que ce soit les PCAET, que ce soit, je ne sais pas, les stratégies d'économie circulaire, etc., les stratégies de mobilité. Le fait de les soutenir et les accompagner, bien sûr, que ce soit financièrement, parce que bien sûr, il y a des activités, surtout quand on s'adresse à des personnes en situation de précarité, dont le modèle économique ne permet pas d'être autosuffisant, enfin autofinancé. Mais c'est aussi un accompagnement technique, un accompagnement sur le foncier, puisque j'ai parlé d'ancrage de lieux territorial, d'ancrage territorial dans des espaces conviviaux. La principale difficulté de ces initiatives, souvent, c'est de trouver un lieu qui leur permette de développer leur activité. Favoriser l'interconnaissance et la mise en réseau. Et puis, en dernier point, qui est directement lié à ce précédent, c'est aussi organiser la coopération. Au labo, je pense que Sybille pourra appuyer mon propos par la suite. On est convaincu que effectivement l'ESS, elle est importante, mais elle n'a pas la solution toute seule. On est pour cette alliance territoriale entre, comme le disait Luc, la puissance publique, l'économie de proximité et l'économie sociale et solidaire dans cette économie de proximité. Et pour ça, il faut développer des coopérations. Et on pense que les pouvoirs publics locaux ont tout leur rôle à jouer là-dedans, en étant partie prenante, partenaire des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et en les accompagnant pour mener ces coopérations. Et donc, simplement, je finirai sur 2 slides. Je ne vais pas les passer tout en détail. De toute façon, ces propositions, vous les retrouvez. Je vous partagerai le lien pour télécharger la publication. Simplement pour vous dire qu'on a proposé dans l'étude des propositions, c'est le cas de le dire, transversales, qui concernent à la fois les politiques publiques au niveau national et local, le fait de cibler, c'est la deuxième notamment, des études d'impact sous l'angle des effets pour les personnes les plus précaires quand on fait des politiques publiques. Je pense notamment, il y a eu un très beau rapport du Secours catholique sur les zones à faible émission, les ZFE. Donc, on sait que si on ne fait pas attention, les premières personnes à en payer le prix, c'est les personnes en situation de précarité qui potentiellement ne peuvent pas se passer de voiture, habitent en périphérie, n'ont pas les moyens de faire la conversion vers des voitures et des véhicules plus économes en carbone. Là, c'est un exemple, il y en a d'autres sur d'autres sujets. Les financements européens, Hugues l'a dit, on a un transition pathway qui est en train de se monter, mais il y a aussi, je disais, la notion de transition juste, elle est portée au niveau européen. Il y a des financements européens qui existent et qui se déclinent dans des régions. Notamment, je sais qu'en France, l'une des régions à cette saisie de ces financements, c'est la région Hauts-de-France. Je pense qu'on a un enjeu à faire du plaidoyer pour que dans ces territoires, c'est pas qu'au niveau régional d'ailleurs, c'est aussi au niveau départemental et infra, il y ait des crédits qui soient alloués à l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas qu'il y ait un plaidoyer pour que l'économie sociale et solidaire soit bien intégrée dans ces stratégies de financement européen de la transition juste. Ensuite, on reprend beaucoup des organisations qui étaient dans le groupe de travail, faisaient partie comme nous du Pacte du pouvoir de vivre. C'est une organisation qui regroupe des acteurs de l'économie sociale et solidaire, du monde syndical, en général des structures qui sont engagées sur les questions écologiques et sociales.
et voilà, porter cette proposition sur les minima sociaux et le minimum garanti, parce que la transition juste, elle passe aussi par garantir un minimum de ressources pour des personnes qui n'en ont pas. Et puis, notamment aussi accompagner le travail social, notamment une proposition très portée par le président du groupe de travail, Pascal Brice. Et puis, je vais pas forcément les détailler, je les laisse à l'écran, à la limite, un petit temps, on pourra y revenir dans les débats, des propositions thématiques sur chacune des thématiques, enfin des besoins qu'on avait identifiés. Donc à la fois sur l'alimentation, les projets alimentaires, la rénovation énergétique sur le logement, le fait de défendre l'économie sociale et solidaire dans le secteur du réemploi qui est aujourd'hui beaucoup doublé par des structures de start-up qui arrivent sur beaucoup de territoires avec énormément de moyens, mais sans avoir la même proposition sociale derrière. Les logiques d'économie circulaire dans le secteur culturel. Le secteur culturel peut à la fois être un levier, mais il a aussi une partie du problème, entre guillemets, dans la transition écologique. Le fait de développer la sensibilisation sur la santé-environnement, il y a beaucoup d'acteurs de l'ESS qui se saisissent de ces sujets-là. Le fait de garantir un emploi à toutes et tous contre le chômage de longue durée, avec des dispositifs comme Territoire Zéro Chômeur, avec de l'insertion par l'activité économique, en pensant tout ça à l'échelle territoriale et avec une vraie stratégie sur l'emploi. Et puis sur la mobilité, permettre notamment des compensations sur les sujets que j'ai évoqués, sur notamment les zones faibles émissions et plus généralement. Voilà, j'en ai fini de cette présentation. Simplement, je vais vous mettre du coup. Alors, je vois que c'est cliquable. Je ne savais pas si vous le prenez. Donc, si vous voulez télécharger l'étude, je vous remettrai le lien aussi. Mais vous pouvez cliquer sur les petites images. Et on a aussi fait 3 épisodes de notre podcast dédiés à cette étude. C'est une autre façon aussi de réentendre parler. Non seulement Pascal Brice et moi sur le premier, mais surtout une initiative inspirante et un autre expert qu'on confronte à notre vision. Voilà, je vous remercie et on peut passer aux questions. Merci beaucoup, Florian. Merci de cet exercice, effectivement, sur un temps imparti et la densité du propos. Pour le moment, il y a relativement peu de questions. Il y en a une seule, je vais la citer. Mais je voudrais quand même revenir dans tes propos sur une ou deux choses qui me paraissent effectivement importantes. L'aspect de la transversalité, je le disais dans mon propos préliminaire, mais je pense que c'est aussi important qu'au sein des collectivités, il y ait cette capacité aussi pour l'ESS à apporter cette transversalité auprès des acteurs, bien sûr, de la transition, mais aussi auprès des acteurs de la petite enfance, de la mobilité ou de l'agriculture. On voit bien cette importance de pouvoir travailler dans un cadre collectif. On voit aussi qu'on a des plans, alors de plus en plus, des plans pluriannuels de développement de l'ESS, ça arrive, quel que soit le niveau de collectivité, mais c'est aussi comment on insère ces questions de transition dans les contrats type CPER, contrat de plan État-région, qu'on l'intègre aussi dans les CRTE ou dans les PCAET que tu as cités, ou comment dans les PAT, il y a une prise en compte aussi des acteurs de l'ESS qui apportent un certain nombre de réponses et de savoir-faire. Le droit à l'expérimentation, ça me paraît aussi important. L'agilité de l'ESS permet ça. Ça veut dire que les collectivités peuvent aussi reconnaître ce droit à l'expérimentation et donc le droit aussi à l'erreur pour l'ensemble des choses qui sont menées. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour le moment. Donc, il y a une première question qui a été posée qui est par rapport aux exemples que tu as présentés. C'est quels sont les partenaires financiers pour ces projets et comment ils sont aidés et accompagnés. Alors, c'est difficile de se prononcer en général et je n'ai pas forcément le détail là avec moi sur chacun de ces projets. Souvent, en fait, c'est assez classique sur des structures de l'économie sociale et solidaire, c'est des financements assez hybrides. Donc, il y a une partie d'autofinancement, il y a une partie de financement public, il y a aussi du financement privé à travers des fondations. Je pense que les principaux besoins, c'est, comme je l'ai dit, sur le foncier, quand on est sur des dynamiques de coopération, comme par exemple Territoire Zéro Chômeur, là, je n'ai pas mis dans les exemples, on a une initiative de Territoire Zéro Chômeur, on n'avait pas de PTCE, mais c'est vrai qu'on aurait pu mettre des PTCE dans cette étude. C'est aussi financer l'animation de la coopération, parce que ça, c'est une fonction qui coûte de l'argent, qui apporte beaucoup de richesse, mais pas de la richesse financière, généralement. Et ça demande d'être financé. Et puis après, il peut y avoir des besoins d'investissement. Je sais que par exemple, le jardin partagé que j'ai présenté a dû financer une serre et ils ont eu un financement, il me semble, dans le cadre des financements du plan de relance.
par exemple. Donc après, les acteurs sont à l'affût, on va dire, d'opportunités, mais on a un enjeu aussi à pérenniser ces actions dans le temps et donc pas simplement passer par des appels à projets qui sont aussi très chronophages pour ces acteurs qui doivent assumer, surtout parfois avec une équipe salariée réduite et beaucoup de bénévoles, tout un temps de recherche sur le financement, alors que c'est des actions qui doivent se déployer, comme c'est des actions collectives, sur plusieurs années, donc avec des modèles économiques assez complexes. Juste un petit mot de complément sur ce que Florian vient de dire. Bon, une des difficultés, c'est de financer la phase de montage des projets. En fait, franchement, il n'y a pas forcément vraiment de choses. Après, les projets eux-mêmes, en général, ils sont soit dans un cadre associatif, soit assez souvent maintenant dans un cadre de coopérative d'intérêt collectif. Et donc, il y a à la fois des questions de financement, disons, de fonctionnement courant et des fonctions de financement de l'investissement. Bon, il faut quand même redire que la Banque des territoires, en partie, peut venir financer certains de ces projets. Il faut redire aussi, parce que Florian n'a pas trop cité, mais il y a quand même l'ADEME qui est assez présente dans tout ce champ-là, mais qui rentre beaucoup avec la dimension vraiment maîtrise de l'énergie, quoi. C'est-à-dire, et moins la dimension transition juste dans le sens, dans la dimension sociale. Mais quand même, ils sont régulièrement financeurs de projets avec des moyens financiers qui sont quand même assez importants hein, dans un certain nombre de domaines comme le recyclage. Puis il y a aussi des fonds européens dont on n'a pas parlé qui sont quand même mobilisables, y compris des fonds, je ne crois pas que Patricia Brio soit là, mais des fonds, le FEADER ou autres, qui sont sous-utilisés par les Français et qui peuvent être utilisés là, donc qui pourraient être mobilisés. Mais il nous reste à travailler ensemble, parce que c'est pour ça qu'on fait ce séminaire de juin sur le financement et l'accompagnement de la coopération territoriale, parce que finalement, ce qu'on défend ensemble, je pense, au RTES et au Labo, c'est cette idée que les solutions doivent passer par de la coopération territoriale. Bon, la coopération, ça coûte. Et on a encore du mal à accepter de mettre de l'argent pour financer le coût de cette coopération. Donc, c'est une bataille à mener. De même que je l'ai dit en introduction, il y a 54 milliards d'euros sur France 2030. On n'arrive pas à faire comprendre que mettre un peu d'argent de ces 54 milliards d'euros dans de l'expérimentation territoriale, dans des choses qui sont proches de ce dont on a parlé là, c'est pas encore considéré comme suffisamment sérieux, quoi. On est prêt à mettre des centaines de millions sur l'hydrogène, sur des projets industriels, mais ce dont on parle là, finalement, est trop considéré comme étant à la marge et pas susceptible de bénéficier de politiques publiques importantes. Peut-être juste pour rebondir effectivement sur ce dernier point, je pense qu'il y a deux choses. C'est d'une part que l'innovation sociale n'est pas reconnue au même titre que l'innovation technologique. Donc il y a un vrai enjeu de plaidoyer là-dessus, où comme le dit Hugues, on investit des millions sur l'hydrogène. L'hydrogène, c'est bien, mais ce n'est pas la panacée, on le sait très bien, il y a beaucoup d'études qui le montrent. Il y a aussi besoin d'innovation sociale sur les territoires et ça, c'est moins financé. Et des fois, parmi les initiatives qu'on a vues, il y a des acteurs qui ont des besoins financiers, mais comme ce n'est pas des grosses initiatives, ils n'ont pas des besoins financiers énormes. Et paradoxalement, c'est des acteurs qui ont parfois du mal à trouver justement ces petits tickets parce que sur les gros projets ce qu'a cité Hugues, si on a moins de 500 000 euros ou 1 million d'euros, on est invisible, enfin, on ne peut pas candidater. Donc voilà, et c'est là où peut-être justement les collectivités locales, parce qu'elles ont une connaissance des territoires et qu'elles sont en proximité, ont un rôle à jouer de liaison entre ces grands fonds et ces petits besoins et budgets, mais qui sont quand même importants à l'échelle de l'initiative. Et moi, je voudrais compléter, je rejoins tout ce qui a été dit, que effectivement, financer l'ingénierie de fonctionnement des structures est effectivement extrêmement important. Reconnaître aussi la subvention pour les associations, je pense qu'il faut aussi qu'on continue à travailler sur ce registre-là et à avoir des conventions pluriannuelles de soutien à celles qui effectivement produisent de l'utilité sociale au niveau des territoires, et redire aussi que la commande publique est aussi à disposition de l'ensemble des collectivités et qu'au sein de la commande publique, il peut y avoir aussi de la
la co-construction, notamment au travers du fait de pouvoir allotir un certain nombre de marchés pour permettre à des structures, je pense notamment dans tout le secteur du réemploi, à pouvoir candidater, de pouvoir aussi intégrer des structures qui produisent de l'alimentation saine, biologique, de qualité, du territoire dans les cantines. Enfin, on a aussi des vrais leviers au sein des collectivités pour diversifier aussi les modes de financement. Alors, je reprends un peu les questions. Il y en a une qui est en point d'interrogation sur les enjeux de la formation des élus sur la transition et sur l'économie sociale et solidaire. Alors, je comprends pas complètement, si Marilyn peut préciser, ça peut être bien, mais au niveau du RTES, il y a régulièrement des temps de formation sur un certain nombre de sujets. On a parlé de tiers-lieux aussi tout à l'heure, sur l'accès au foncier qui sont réalisés. Je pense que si la question est est-ce qu'il pourrait y avoir un atelier sur transition et ESS, bon, ça, je laisserai Chloé qui nous accompagne et que je remercie, et Emeline qui est aussi présent du RTES, de voir si c'est des choses qui sont actuellement dans les tuyaux ou pas, ou qui pourraient l'être, ça à mon avis sans problème. Et il y a Nathalie qui pose la question, qui travaille dans une EPCI dans le 47, qui dit que c'est difficile dans la ruralité déjà de parler d'écologie, que les lois viennent obliger des décisions et que en ayant un projet sur des couches compostables, effectivement, il y a souvent des projets là-dessus, mais le coût concernant la tarification incitative vient arrêter d'autres projets. C'est sûr, enfin moi je pense quand même que dans la ruralité, et là aussi il y a l'étude Tresson que je vous invite à consulter si vous ne la connaissez pas, qui a été portée par le RTES et par d'autres, notamment la VIS aussi, qui apporte un certain nombre de réflexions aussi aux territoires ruraux, parce qu'on se rend compte aussi que c'est dans les territoires ruraux qu'il y a aussi quand même pas mal d'initiatives d'économie sociale et solidaire, plus que globalement quelquefois en territoire urbain. C'est vrai qu'après de pouvoir, enfin l'idée des couches, il y a eu pas mal d'initiatives aussi sur ces dossiers-là, c'est de pouvoir les faire accepter aussi en mode de faire, j'ai envie de dire, qui changent des pratiques, notamment dans les crèches, et qui du coup amènent à ce que le personnel se modifie aussi ces pratiques, et ça, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'on se heurte aussi à des questions de changement de faire, quoi, de mode de faire. Mais c'est là aussi où je pense qu'il y a une alliance vraiment à penser pouvoir public et acteurs de l'ESS qui font aussi de l'éducation populaire, qui permet d'éviter d'avoir le côté la puissance publique est poussée à agir ou elle a une volonté d'agir et du coup elle réglemente, elle propose des choses et ça tombe entre guillemets sur le citoyen qui n'est pas préparé et qui n'a pas forcément le cadre de pensée pour lui permettre de comprendre et de participer à la décision. Et donc avoir des espaces de discussion un peu neutre, entre guillemets, pour parler de ces questions, pour leur permettre cette appropriation au départ, c'est assez important. Juste, Christiane, je me permets un petit mot de complément sur la formation. Avec deux points de vue. Premièrement, j'ai quand même été frappé quand on est allé à Strasbourg avec Florian il y a un mois. On avait 24 cadres territoriaux, des cadres de la fonction publique territoriale. Et en fait, malgré tout, j'ai été étonné qu'ils restaient très demandeurs de mieux connaître l'ESS. C'est-à-dire, moi, je pensais que c'était quand même bien acquis, mais finalement, dans ce qu'ils ont dit, ils ont un peu découvert finalement toute une série de choses qu'on leur a racontées sur l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, ce qu'elle fait, en quoi elle innove, etc. Donc, je pense qu'il y a les élus, mais il y a aussi des progrès à faire sur la fonction publique territoriale. Et j'avais été aussi frappé du fait que pour les coopératives d'intérêt collectif, les SIC, les craintes juridiques au sein des collectivités, donc venant des services juridiques des collectivités, restent fortes. Donc, à mon avis, il y a encore un travail, il y a la formation des élus qui est considérable, sur lequel vous travaillez beaucoup, le RTES, mais je pense qu'il y a aussi à faire bouger les services. Et puis la deuxième remarque, c'est qu'on aimerait poursuivre ce travail que je vous invite à regarder dans son détail le rapport par un travail sur l'éducation populaire.
Moi, j'ai toujours défendu l'éducation populaire. Je pense qu'elle a été marquée par l'histoire du XXe siècle, mais ses fondamentaux restent valables aujourd'hui au XXIe siècle, c'est-à-dire une éducation où il n'y a pas des sachants qui viennent dire à ceux qui ne savent pas ce qu'il faut connaître, mais l'éducation populaire, c'est un moment, c'est des lieux dans lesquels on apprend ensemble, on construit ensemble, et ça, sur la notion de transition écologique juste, c'est fondamental parce que ça implique qu'on change nos comportements et donc ça implique de comprendre pourquoi il faut les changer, de maîtriser un certain nombre d'éléments et puis de s'en parler, de s'encourager. Et donc, on va essayer de lancer un travail sur le rôle de l'éducation populaire dans la transition juste parce qu'il y a beaucoup d'organisations, je pense par exemple Enercop, que j'imagine un certain nombre d'entre vous connaissent. Certes, ils sont distributeurs d'électricité verte, mais ils font aussi de la formation, ils font aussi de l'éducation populaire. Ils expliquent quels sont les enjeux derrière aujourd'hui la consommation d'électricité, comment ça marche, etc. Donc, il y a plein d'organisations qui finalement font de l'éducation populaire à l'écologie sans avoir la marque éducation populaire. Et donc, on aimerait essayer de faire que sur les territoires, peut-être il y a une approche un peu plus de système sur l'éducation populaire et la transition. Merci Hugues. Alors je continue à pointer dans le chat. Donc Chloé rappelle que le RTES organise donc des temps de sensibilisation et de formation pour les élus et les agents des collectivités et que donc il ne faut pas hésiter à faire remonter vos besoins pour qu'on puisse voir comment effectivement pouvoir y répondre. Et ensuite il y a deux remarques sur effectivement qui vont dans le sens, Hugues, de ce que tu disais, de toujours être en train de rappeler ce qu'est l'économie sociale et solidaire et de la faire partager. Et donc, il y a vraiment une question de lobbying et de pression à avoir. Moi, je pense qu'on est quand même, pour voir un peu 20 ans de politique publique derrière nous, que les choses ont quand même avancé, même si c'est pas suffisant, que je reconnais qu'aujourd'hui, c'est pas encore l'économie mainstream, hein, j'en ai bien conscient, mais qu'il faut faire aussi du lobbying et de l'action politique, hein, là où on est, pour faire en sorte que l'ESS soit quand même aussi pris en compte dans les réponses aux besoins de territoire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, quand il y aurait 5 minutes, moi je dis encore une chose. Je pense que cette notion dont Florian a parlé sur l'utilité sociale et écologique de ce qu'on produit et ce qu'on consomme, l'ESS a vraiment, je pense, des savoir-faire qui lui sont propres. Moi, je suis par ailleurs administrateur territoire zéro chômeur. Donc, je vois qu'aujourd'hui, quand on crée une entreprise à but d'emploi dans le cadre de territoire zéro chômeur, ou bien les fabriques à initiative qui se sont développées et d'autres dispositifs dont on pourrait parler une autre fois, en fait, il y a un savoir-faire pour essayer d'aller repérer quelles sont les activités socialement utiles et écologiquement utiles de ce territoire qui n'existent pas ou peu, qui est propre à l'ESS et à cette façon de travailler entre les citoyens, la collectivité locale et l'ESS. Ce qui est embêtant, et Florian l'a dit, c'est qu'assez souvent, on est dans cette phase-là, c'est-à-dire on fait émerger finalement ces choses-là, on les invente un peu, et puis après, ça passe dans l'économie classique. Et peu à peu, on constate que malheureusement, en fait, la logique de profitabilité, la logique de marchandisation l'emporte. Donc, il faut vraiment se battre pour que l'ESS ne soit pas simplement dans la première phase expérimentale, et puis après disparaissent parce qu'il y a des moyens qui arrivent sur la table qui sont très forts. Je voudrais prendre l'exemple du covoiturage. L'ESS a inventé un certain nombre de choses, et puis Blablacar est arrivé avec des moyens considérables, des levées de fonds considérables. Le projet n'est plus le même. Blablacar s'est mis à investir dans des cars, par exemple, qui sont franchement, du point de vue bilan carbone, la mobilité par car est une mobilité qui n'est pas la meilleure du point de vue du bilan carbone. Mais pourquoi? Parce que
il fallait rentabiliser en fait les capitaux investis dans Blablacar. Donc, c'est important de défendre l'idée que l'ESS n'est pas simplement au moment où il faut inventer les trucs avec peu de moyens et des bouts de ficelle, et puis après, pouf, on renvoie ça dans le marché et dans une approche plus capitalistique, parce qu'on constate que souvent, après coup, ben, c'est plus le projet d'origine qui est maintenu, qu'il a été repris en fait des impératifs de rentabilité. Voilà. Et ça, je pense qu'on n'est pas assez fort là-dessus aujourd'hui, donc on invente et puis après, ben, ça passe ailleurs. Je voudrais aussi rebondir sur une autre question qui était posée sur l'aspect des financements des collectivités. Pardon, qui ne priorise pas toujours forcément le SS dans ses choix budgétaires. Moi, je voudrais insister aussi sur le côté hybridation des ressources qui sont portées par les différents projets, c'est-à-dire on a aussi sur nos territoires des outils de la finance solidaire hein, que l'on peut intégrer aussi ou que l'on peut susciter sur des projets d'économie solidaire de nos territoires. C'est les sociétés de capital risque, c'est les clubs d'épargnants Cigale, c'est effectivement, on a parlé tout à l'heure de la Banque des territoires et c'est des financements aussi complémentaires qui peuvent être apportés. Donc, je pense que cet aspect hybridation des ressources est aussi un élément important. Oui, France Active aussi, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres remarques, questions, suggestions, interrogations? N'hésitez pas, il nous reste 5 minutes. Donc sinon, dans le chat, ont été mis, que ce soit au niveau du labo, au niveau du RTES, les différents rendez-vous et rencontres qui sont à venir. Donc n'hésitez pas à aller aussi sur les sites hein, et du labo et du RTES. Vous y trouverez aussi des informations qui peuvent aider à amener les différentes politiques sur le territoire, quoi. Je me suis permis d'y mettre mon mail pour les enjeux d'éducation populaire ou les séminaires qu'on organise sur le financement, parce que ce n'est pas forcément des choses où il y a sur notre site pour l'instant. Donc, si vous avez envie de participer à ces travaux, passez par moi et je vous dirigerai vers les bonnes personnes. Donc oui, le PowerPoint sera diffusé. Oui, la séquence est enregistrée. Vous pourrez retrouver aussi les échanges qu'on y a ramenés. Nous saluons Antoine qui s'en va. Bon, mais s'il n'y a plus d'autres questions, on va vous libérer. Hein. On sait que les journées sont chargées. Bon, en tout cas, moi, je tiens à remercier à la fois Hugues et Florian de leur disponibilité. Et puis aussi Chloé et Emeline du côté du RTES. Je pense que c'est toujours des temps qu'on essaye sur des temps relativement courts qui démarrent simplement un après-midi et qui n'impactent pas l'ensemble de vos temps de travail. En tout cas, merci à tout un chacun et très bon après-midi à vous. Une belle formule. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.